Dans cette vidéo, on va poursuivre la leçon intitulée Propagation des ondes lumineuses. C'est le dernier axe, dispersion de la lumière blanche. Alors, tout d'abord, on va commencer par la mise en évidence du phénomène de dispersion de la lumière blanche. Donc à l'aide d'un prisme. Un prisme, c'est quoi? Un prisme, tout simplement, c'est un matériau transparent constitué par deux faces. Voilà. Et bien sûr, ces deux faces se rencontrent dans un arrêt, appelé arrêt de prisme. L'angle entre les deux faces, j'ai le petit angle A. Donc voilà. Donc ce prisme est un milieu transparent d'indice de réfraction petit n. Lorsqu'on dans un point de la première face du prisme, on va projeter un faisceau de lumière blanche, donc un faisceau de lumière blanche. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur un écran situé à peu près du prisme? Alors, on observe que cette lumière, elle se décompose sur l'écran. Bien évidemment, on observe plusieurs couleurs ou bien plusieurs radiations. Donc on observe tout d'abord la couleur rouge sur l'écran, et puis de cette couleur à l'autre couleur, donc le passage s'effectue d'une manière continue, c'est-à-dire on n'observe aucune discontinuité entre les deux couleurs qui apparaissent. Donc la deuxième couleur, donc c'est l'orange. Voilà. Donc, et puis donc de l'orange vers la couleur jaune, donc la transition s'effectue d'une manière continue. Lorsque je dis continue, c'est-à-dire il va y avoir une apparition d'une couleur intermédiaire, et au fur et à mesure bien sûr qu'on passe de l'orange au jaune, on n'observe aucune discontinuité observable à l'œil nu. Donc jaune, et puis la couleur verte, et puis le bleu, et puis l'indigo, et puis le violet. Alors vous savez, donc c'est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 couleurs. Donc ce sont les couleurs qui caractérisent le spectre visible de la lumière, le spectre visible tout simplement. Voilà. Alors c'est une décomposition. Donc ce qu'on voit ici, donc c'est une décomposition de. Donc voilà la constatation. Donc c'est une décomposition de la lumière blanche. La lumière blanche, elle se décompose. Et le spectre observé ici, donc c'est un spectre continu. Spectre continu. Donc c'est un spectre continu de la lumière blanche. Donc ce phénomène observé, il est appelé dispersion de la lumière blanche. Donc la dispersion de la lumière blanche, c'est la décomposition de la lumière blanche, et cette décomposition nous donne un spectre continu de radiation, donc de la radiation rouge vers la radiation violette, en passant par l'orange, jaune, vert, bleu et l'indigo. Donc ce phénomène est appelé la dispersion de la lumière blanche. Et bien sûr, ce milieu est un milieu dispersif, donc il disperse la lumière blanche. Voilà. Donc c'est un milieu dispersif. Bien sûr, il est transparent, donc d'indice de réfraction N. C'est bon? Donc voilà le phénomène de dispersion, et voilà le milieu dispersif qui disperse la lumière. Maintenant, par la suite, ce qu'on va voir dans cet axe de leçon, on va voir comment peut-on expliquer le phénomène de dispersion. Alors, qui dit bien expliquer le phénomène de dispersion, ça veut dire expliquer pourquoi, par exemple, la radiation rouge elle est moins déviée que la radiation violette par rapport à une direction perpendiculaire à la deuxième face. Donc voilà, on peut quantifier cette déviation par un angle quelconque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de présenter le formalisme mathématique qui va nous permettre d'expliquer le phénomène de dispersion, et par conséquent, on va prendre un exemple de deux radiations lumineuses et expliquer pourquoi la radiation lumineuse rouge, par exemple, elle est moins déviée que la radiation violette, et on va finir la leçon. Donc, dans le deuxième
partie de cet axe. Dans la deuxième partie de cet axe, on va présenter le formalisme mathématique comme je viens de voir. Alors, en général, ce sont des lois de réfraction de Descartes. Alors, nous avons deux lois de réfraction de Descartes. Descartes, il a deux lois de réfraction ainsi que deux lois de réflexion. Alors, dans le cas de la réfraction, donc, pour la première loi, il ne nous intéresse pas. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième loi de Descartes. Qu'est-ce qu'il dit? Tout simplement, si on a, bien sûr, on a un dioptre, c'est-à-dire nous avons un dioptre qui sépare, donc un dioptre qui sépare deux milieux d'indices de réfraction différents, donc le milieu 1 d'indice de réfraction N1, le milieu N2 le milieu 2 d'indice de réfraction N2. Lorsqu'on projette une radiation lumineuse monochromatique, lorsqu'on projette une radiation lumineuse monochromatique sur ce dioptre, bien sûr, en faisant un angle I avec la normale à ce dioptre, donc cet angle est appelé l'angle d'incidence I1. Voilà. Donc dans le milieu 2, donc, on va avoir un rayon réfracté, donc c'est le rayon incident, ça c'est le rayon incident, et ça c'est le rayon réfracté, voilà. Donc ce rayon réfracté, il fait en général un angle appelé angle de réfraction avec la normale. Donc cet angle de réfraction, donc c'est l'angle entre la normale et le rayon réfracté, donc, que j'appellerai I2. Alors ces quatre grandeurs sont reliées par l'équation suivante. Donc c'est la deuxième loi de Descartes. Donc N1 sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Voilà l'équation qu'on va exploiter pour, bien sûr, par la suite, pour expliquer le phénomène de dispersion. Et c'est une équation qui va bien évidemment caractériser un prisme quelconque. C'est une équation du prisme. Donc nous avons un dioptre, tout simplement, c'est un dioptre, donc il est transparent, donc c'est un obstacle transparent qui sépare deux milieux, voilà. On l'appelle dioptre, il peut être sphérique, plan, je ne sais pas, donc quelle que soit la géométrie, on s'en fout carrément. Et ce point, il est appelé point d'incidence. Donc point d'incidence, rayon incident, rayon réfracté, l'angle d'incidence, l'angle de réfraction. Voilà. Donc voilà l'équation qui caractérise le phénomène de réfraction du rayon lumineux. Donc c'est la réfraction, phénomène de réfraction. Alors maintenant, on va revenir au prisme. Donc pour le prisme, qu'est-ce qu'on a? On a deux réfractions. On a la première réfraction. Donc le faisceau lumineux, qu'est-ce qu'il subit? Il subit la première réfraction à travers la première phase du prisme. Il subit la première réfraction à travers la première phase du prisme. Donc la première phase du prisme, elle se comporte comme un dioptre plan qui sépare le premier milieu d'indice N0 égale à 1, donc c'est l'air. C'est bon, donc le premier milieu c'est l'air. Et le deuxième milieu, c'est le vert d'indice N. C'est bon, donc c'est un dioptre qui sépare les deux milieux. Et voilà, la deuxième face, elle sépare aussi deux milieux. Le premier milieu, c'est le vert, et le deuxième milieu, c'est l'air d'indice N0 égale à 1. C'est bon? Alors en général, un milieu transparent d'indice N, en général, N est supérieur à 1. Pourquoi? Parce que C, il est toujours supérieur à V. Voilà, donc à la célérité de l'onde dans un milieu de propagation quelconque. Et voilà, donc l'angle, le prisme est caractérisé par un angle A très petit. Alors si on a bien évidemment un rayon incident à ce prisme, donc le point d'incidence I, alors il est incident avec un angle d'incidence petit i, avec la normale à la première phase du prisme. Donc on va avoir la première réfraction à travers cette première face. Donc qui dit réfraction, ça veut dire l'angle de réfraction, c'est quoi? C'est R, qu'on va appeler R, l'angle de réfraction. Donc, et puis ce rayon réfracté par la première face, il sera incident dans la deuxième face.
Donc l'angle d'incidence, le point d'incidence que j'appellerai G, puisqu'il est incident, donc évidemment il va y avoir une deuxième réfraction. Donc, et on va avoir un rayon réfracté par la deuxième face d'un angle I'. Donc un angle de réfraction I'. Alors l'angle d'incidence c'est R'. L'angle d'incidence pour la deuxième réfraction, donc l'angle d'incidence c'est R'. Donc ce rayon réfracté par la première face, il sera incident d'un angle d'incidence R' par rapport à la normale N2. Alors, la normale est toujours perpendiculaire. C'est bon? Voilà. Maintenant, nous avons les équations qui sont associées à ce prisme. Donc en I, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va écrire tout simplement la loi de Descartes ici. Donc nous avons N0 sinus I. N0 c'est 1, donc sinus I. N0 sinus I. Donc je vais écrire, expliciter tout ça. Donc N0 sinus I est égal à quoi? Est égal à N sinus R. Voilà la première équation. Maintenant en J, la deuxième équation du prisme, c'est quoi? C'est maintenant N sinus R' est égal à N0 sinus I'. N sinus R' est égal à N0 sinus I'. Voilà les deux premières équations du prisme. Alors voilà une autre équation qu'on peut établir expérimentalement ou bien géométriquement, c'est que l'angle du prisme est égal à R plus R'. Pour la quatrième équation, donc vous savez très bien que ce rayon-là, il est dévié la première fois, donc il va subir une première déviation qu'on va noter D1. Voilà la première déviation. Et voilà, donc la deuxième déviation dans la deuxième réfraction, donc il va se dévier d'une déviation D2. Donc la première réfraction, donc ce rayon il se dévie de D1. Et pour la deuxième réfraction de D2, donc la déviation totale, c'est quoi? D égale à D1 plus D2. Donc c'est ça la déviation totale. La déviation totale D égale à D1 plus D2, tel que, maintenant pour D1, tel que D1 c'est quoi? Alors D1 c'est celle-là. Alors tout simplement c'est cet angle, cet angle égale à quoi? Égale à I moins R. Donc D1 égale à I moins R. Maintenant D2 égale à quoi? Alors D2 c'est cet angle égale à cet angle et prime moins cet angle, plutôt D2 c'est quoi? D2 c'est quoi? C'est cet angle et prime moins cet angle moins R'. Donc I prime moins R'. Voilà. Donc D égale à D1 plus D2, donc égal à I prime moins R. Donc D égale, pour D1 c'est I moins R plus I prime moins R prime. Donc ça va être égal à I plus I prime moins R plus R prime. R plus R prime c'est A. Donc tout simplement la quatrième équation du prisme c'est quoi? C'est I plus I prime moins A. Et voilà. Voilà les quatre équations du prisme. C'est bon? Alors, maintenant, vous pouvez, en exploitant ces équations, vous pouvez par exemple retrouver un angle de réfraction I', si on connaît par exemple IIA, et inversement, vous pouvez jouer avec ces équations pour trouver un angle inconnu quelconque dans un exercice, ainsi de suite. Alors, c'est quoi l'objectif de tout ça? C'est tout simplement exploiter cette relation et ses deux lois, ainsi que cette relation, donc exploiter toutes les relations pour pouvoir expliquer le phénomène de dispersion de la lumière blanche, comme j'avais dit au début de cet axe. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais revenir au phénomène de dispersion et essayer d'exploiter ces équations pour expliquer le phénomène de dispersion de la lumière blanche. Ça veut dire essayer d'expliquer pourquoi on a la décomposition de la lumière, c'est-à-dire, autrement dit, pourquoi la déviation, par exemple, de la radiation rouge, est moins importante que la déviation violette. Pourquoi la déviation violette est très grande?
par rapport à la déviation rouge. On a déjà, bien sûr, on a caractérisé la déviation comme étant, c'est une grandeur physique, c'est un angle. Donc pourquoi le rayon, pourquoi la déviation de la radiation rouge, pourquoi il est inférieur à la déviation de la radiation violette? C'est ça ce qui montre que, bien évidemment, c'est ça qui montre que bon, c'est une modélisation mathématique de ce qu'on vient de voir expérimentalement, de la décomposition. S'ils ont la même déviation, la lumière ne se décompose pas. Donc, ils ont deux déviations différentes. Bien sûr, particulièrement la déviation. Dans cet exemple, on observe clairement que les deux déviations elles sont différentes. Donc, la déviation rouge, pourquoi il est inférieur à la déviation violette? Ok. Donc, je rappelle que dans le prisme, donc la lumière blanche, voilà, et on observe après la décomposition que nous avons une lumière rouge et nous avons une lumière violette. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, alors, donc la déviation, elle peut être, donc c'est cet angle, donc T, dV, et cet angle, c'est la déviation violette. Donc pourquoi la déviation violette est supérieure à la déviation rouge? Alors on sait très bien que c'est dans le spectre des ondes électromagnétiques, le spectre de fréquence, à Hertz. Alors on a le domaine visible, le domaine de lumière visible, domaine d'onde lumineuse, d'onde de lumière visible. Donc ici nous avons la lumière ultraviolette et ici nous avons la lumière infrarouge. Et puis nous avons la radiation rouge, la radiation violette. C'est bon? Alors pour l'échelle des longueurs d'onde, donc lambda en nanomètres par exemple, donc c'est la même chose, donc la radiation rouge, la radiation violette, ici c'est ultraviolette, et ceci infrarouge. Voilà le domaine donc c'est le domaine visible. Donc la longueur d'onde lambda de la radiation rouge est supérieure à lambda de la radiation violette. C'est bon? Donc on va, à partir de cette donnée, donc la longueur d'onde de la radiation rouge est supérieure à la longueur d'onde de la radiation violette. Donc L rouge est supérieure à la radiation violette, ça d'une part. Donc effectivement, donc ceci implique quoi? Ceci implique que, et on sait très bien que N est égal à lambda 0 sur lambda. Maintenant, puisque nous avons deux radiations, donc dans le même milieu de propagation, donc chaque radiation, bien évidemment, à chaque radiation, on peut associer, à chaque longueur d'onde, ou bien à chaque radiation, on peut associer un indice de réfraction, bien sûr, un indice de réfraction. Donc nous avons, et pour établir tout ça, donc nous avons L0, lambda 0 sur lambda R, elle est quoi? Elle est inférieure à lambda 0 sur lambda V. Donc ceci implique que l'indice de réfraction de la radiation rouge est inférieur à l'indice de réfraction de la radiation violette. Voilà. Très bien. Voilà. Donc on peut aussi, donc ceci implique aussi que la radiation rouge sur l'indice de réfraction de la radiation violette elle est inférieure à 1. Donc en appliquant dans ce point que j'appellerai I, par exemple, en I, le point d'incidence I, alors qu'est-ce qu'on a? On a N0 c'est égal à 1, donc on applique la deuxième loi de Descartes. Donc sinus I est égal, donc I c'est l'angle d'incidence I, c'est l'angle d'incidence du faisceau lumineux, est égal à quoi? Donc le faisceau lumineux il est incident, il est constitué par les deux radiations et les autres, mais pendant la réfraction, chaque radiation il emprunte une trajectoire particulière selon l'indice de réfraction approprié à chaque, c'est-à-dire chaque radiation il emprunte une trajectoire circulaire. Pourquoi? Parce que une trajectoire plutôt une trajectoire quelconque selon l'indice de réfraction bien sûr quelconque selon l'indice de réfraction approprié. Donc sinus I égale quoi? Est égal à NR sinus R
sinus RR. C'est bon? Sinus I égale à NR sinus RR. Donc de la même façon, donc, sinus I est égal à NV sinus RV. Donc ceci implique quoi? Ceci implique que NV sinus RV est égal à NR sinus RR. C'est bon? Donc ceci implique, et puisqu'on a NR est inférieur à NV, donc ceci implique que NR sur NV est égal à sinus RV sur sinus RR. C'est bon? Ça est inférieur à 1. C'est bon? Ça est inférieur à 1. Ça est inférieur à 1. Donc, et par conséquent, on peut dire que sinus R est inférieur à RR. Sinus R est inférieur à RR puisque sinus est une fonction croissante. Donc, RV est inférieur à RR. Voilà. RV est inférieur à RR. Et on sait très bien que A, on peut aussi exploiter que A égale à R plus R'. Donc, R' est égal à 1 moins R. Donc, on va multiplier par R de part et d'autre de cette inégalité par moins, donc ça va être égal à moins RV est supérieur à moins RR. On va ajouter A de part et d'autre, donc ça va être égal à donc A moins RV est inférieur, c'est-à-dire A moins RV, A moins RR est inférieur à A moins RV. Ceci implique que R'R est inférieur à R'V. Bon. Donc vous voyez bien. Ok, c'est bon. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc R'R est inférieur à R'V. Donc on va appliquer donc, dans le point d'incidence à travers la deuxième phase du prisme, le point d'incidence du rayon réfracté, donc le point d'incidence d'un angle, d'un rayon lumineux incident, par exemple du radiation rouge, donc R', et nous avons la radiation violette, donc l'angle d'incidence c'est R'. C'est bon? Donc je vais effacer tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc le dernier résultat, on a R'R est inférieur à R'V. Donc R' est inférieur à R'V. Ceci implique tout simplement. Alors d'abord il faut appliquer la loi de Descartes. Nous avons NR sinus R'R est égal à quoi? Est égal à sinus E'R. Donc pour la deuxième radiation violette, qu'est-ce qu'on a? On a NV sinus R'V est égal à sinus E'V. Donc ceci implique quoi? Alors ceci implique que sinus, maintenant il faut comparer les deux. Il faut comparer ces deux équations. Pour comparer ces deux équations, à partir de cette inégalité, alors R'R est inférieur à R'V, donc d'une part R'R est inférieur à R'V, donc ceci implique que sinus R'R est inférieur à sinus R'V, ça d'une part. D'autre part, on sait très bien que NR est inférieur à NV, donc en faisant la multiplication, donc NR sinus R'R est inférieur à NV sinus R'V. Donc ça veut dire N'R est inférieur, donc NR fois sinus R'R est inférieur à NV fois sinus R'V, et par conséquent, donc sinus, après ce système d'équation, sinus E'R est inférieur à sinus E'V, c'est bon? Sinus E'R est inférieur à sinus E'V, puisque la fonction sinus est une fonction, sinus est une fonction croissante. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que
tout simplement E'R, il est inférieur à E'V. Voilà, donc E'R est inférieur à E'V. E'R est inférieur à E'V, et on sait très bien que la déviation, la troisième équation qu'on va exploiter, donc c'est la déviation. La déviation est égale à I plus E' moins A. On sait très bien que E'R est inférieur à E'V, donc c'est ce qu'on vient d'établir. Donc, ceci implique que quoi? Que IR plus E'R moins A est inférieur à IV plus E'V moins A. Pourquoi? Parce que donc c'est I tout court, c'est I tout court. Pourquoi? Parce que IR et IV ils sont égaux à I. Donc le faisceau lumineux, donc il est incident d'un angle d'incidence I. Donc ce sont des constantes I et A. Et par conséquent, on peut dire que la déviation rouge est inférieure à la déviation violette. Et on a bien montré que la déviation rouge est inférieure à la déviation violette. On peut aussi généraliser tout ça. Donc on a à partir d'un résultat, à partir du résultat de départ. Donc nous avons la longueur d'onde de la radiation rouge, elle est supérieure à la longueur d'onde de la radiation violette. Ceci implique que la déviation rouge est inférieure à la déviation violette dans un dioptre, dans un prisme quelconque. Donc, maintenant, puisque la longueur d'onde rouge est inférieure à la longueur d'onde de la radiation orange, elle est inférieure à la longueur d'onde de la radiation jaune, elle est inférieure à la longueur d'onde de la radiation verte, elle est inférieure à la longueur d'onde de la radiation bleue, elle est inférieure à la longueur d'onde de la radiation quelle radiation? Donc l'indigo, il est inférieur à la longueur d'onde de la radiation violette. Voilà. Donc c'est vert, c'est violette. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc de la même façon, on peut établir que la déviation rouge, elle sera inférieure à la déviation orange, elle sera inférieure à la déviation jaune, elle sera inférieure à la déviation violette, plutôt verte, elle sera inférieure à la déviation bleue, elle sera inférieure à la déviation indigo, elle sera inférieure à la déviation violette. Et par conséquent, la déviation violette, la déviation violette, donc, et par conséquent, on observe sur l'écran des couleurs. Bien sûr, on observe sur l'écran la décomposition de la lumière blanche. Donc, cette décomposition, elle est expliquée par le fait que chaque radiation, elle a une déviation différente. Pourquoi? Parce que tout simplement, une radiation, lorsqu'elle entre dans un milieu de propagation, lorsqu'elle se propage dans un milieu transparent, donc selon sa longueur d'onde, il va avoir un angle de réfraction différent, et par conséquent, il va avoir un angle de réfraction différent, et par conséquent, il va avoir une déviation différente. Et on va voir la décomposition, c'est ce qui explique en détail le phénomène de dispersion.